Place donc à l'analyse. On parle de la politique ivoirienne ce matin, législative en Côte d'Ivoire. Ouattara conserve la majorité. Quelles leçons pour l'opposition ivoirienne? Laurent Tony, voilà. Aujourd'hui, on parle donc de la situation post-électorale pendant bien sûr la législative en Côte d'Ivoire. Donc une élection qui donc a connu encore une fois donné l'avantage bien sûr au parti au pouvoir, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous posez la question de savoir et bien sûr quels sont les grands enseignements de ce scrutin-là, de cette législative pour l'opposition qui a raté, disons, donc, la présidentielle dernièrement avec Ouattara, qui donc s'est encore imposé. Le RHDP donc, obtient 137 sièges sur les 255, une majorité conservée malgré tout. Oui, merci Connaissez. Il faut préciser qu'il fallait choisir 255 députés. C'était samedi dernier. Les Ivoiriens sont allés aux urnes. Donc, au thème de l'élection, le camp Ouattara, le parti du rassemblement des Oufouettis au pouvoir, parti au pouvoir, Alassane Ouattara a pu avoir 137 sièges sur les 255. Bon, il faut préciser aussi qu'aujourd'hui, quand on fait tout calcul, c'est 254 parce qu'il y a une commune dans laquelle, pour question de décès, le siège n'a pas été attribué. Donc, sur les 254 qui ont été attribués aujourd'hui, Ouattara et son équipe arrivent à avoir 137. 137 comparativement, contrairement, je dirais, à 167 qu'ils avaient eu en décembre 2016, où qui leur donnait plus des 2 tiers des 255 sièges à pourvoir. Donc déjà, c'est une victoire pour Ouattara. Avec les 537 sièges, ils sont en avance et donc ils peuvent se décider pour tous les différents postes au Parlement ivoirien. Il faut aussi rappeler que dans cette situation aussi, les opposants qui réclament, qui disent qu'ils ont 128 sièges sur les 155, ils ont commencé par crier déjà depuis quelques jours que c'est eux qui ont la majorité, 128 sur 155. Mais la CEU, donnant les résultats hier, a précisé que c'est le RHDP qui a eu la majorité sur les 137 sur 255. Alors qu'on pensait quand même que le contexte n'était pas pourtant favorable à Ouattara, même si lors des dernières élections, après avoir donc annoncé sa retraite, il est revenu dans la danse et n'a pas pu donc l'opposition qui n'a pas pu donc participer comme il faut à ces élections. On pensait que ça va être le moment, et bien sûr, pour l'opposition de renverser un peu la tendance, mais ce n'a pas été le cas. L'opposition qui, pour la première fois depuis 10 ans, donc a participé à ces élections, qui n'a pas réussi donc à créer la surprise. Comment cela s'explique? Oui, l'opposition qui depuis 10 ans n'a pas participé à ces élections, qui finalement participe cette année, il faut rappeler aussi, comme vous l'avez dit, pour les présidentielles, les opposants avaient décidé de boycotter. Afin Guessan qui avait boycotté, et Henri Konambili aussi qui avait boycotté, qui avait aussi boycotté, et c'est Kwadio Konabetin qui a donné caution à Ouattara pour qu'il soit réélu avec les résultats qu'on a eus. Donc cette fois-ci, les partis d'opposition ont eu la chance ou bien ont décidé de participer à cette élection, seulement qu'il y avait des divisions au sein de ces partis d'opposition. Vous imaginez que le FPI de Laurent Gbagbo et le PDCI ont fait un ensemble à un moment donné, ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et donc cet ensemble a réussi à avoir 50 sièges. D'accord? Il y a des gens qui sont des candidats uniques de PDCI, qui sont allés en rang dispersés, qui ont dit, bon, qui sont candidats du PDCI, ils ne veulent pas rester dans l'ensemble EDS. Eux, ils ont réussi à avoir 23 sièges. Il y a des pro-Gbagbo qui ont décidé d'aller aux élections aussi sans tenir compte de l'ensemble EDS. Eux, ils ont eu 8 sièges. Et les autres opposants ont eu 10 sièges, les indépendants ont eu 26 sièges. Et donc, quand on fait tout ce calcul, on se retrouve, on se rend compte que la non-entente entre les opposants a favorisé certainement quelque chose, parce que quand on regarde le taux de participation, c'est 37,88%, et c'est un taux qui s'apparente, qui est proche, en fait, pratiquement le même taux qu'on a eu en 2016. Donc, quelle leçon pour les opposants aujourd'hui? Ils auraient pu s'entendre et plus motiver les populations sorties pour aller voter, parce qu'avec un taux de 37,88%, s'ils arrivent à avoir ces résultats, c'est que s'ils étaient peut-être allés en rang serré, il était évident qu'ils puissent avoir la majorité. Alors, avec ces résultats, on se demande si les indépendants, parce que les indépendants, c'est 26 sièges, est-ce que les indépendants iront du côté des opposants pour leur prêter main forte face au camp Ouattara, ou bien ils vont s'ajouter au parti au pouvoir. Donc c'est ça la situation. Les opposants ont manqué encore une occasion de ravir la vedette à Ouattara et de le contraindre à tenir compte de
demandes, de leurs aspirations pour gouverner la Côte d'Ivoire, étant donné que son parti a la majorité, Ouattara peut continuer à diriger la Côte d'Ivoire comme il le veut. Bon, même si l'opposition n'a pas pu donc créer la surprise, il y en a quand même eu au cours de cette élection. Oui, au cours de cette élection, il y a eu des surprises. Et les surprises, l'une des premières surprises que nous avons eues, c'est le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, qu'on a vu déjà pour la première fois sur les écrans de la télévision ivoirienne, le 11 avril 2011, quand il y avait cette tension en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo, qui est le fils aîné de Laurent Gbagbo, qui avait été condamné aussi, évidemment, dans la situation de la crise post-électorale de 2010-2011, mais qui a refusé de quitter la Côte d'Ivoire quand il a été libéré. Je rappelle qu'il a une mère française et donc il est né à Lyon. Il pouvait retourner, il pourrait partir en France comme beaucoup d'opposants. Quand il y a un petit souci, et comme ils ont la nationalité, ils détalent, ils quittent le pays pour partir en France ou en Belgique, où il veut. Mais lui, il a refusé de rester en Côte d'Ivoire. Il a refusé de partir, il est resté en Côte d'Ivoire. Et je rappelle que déjà en 2018, il a été maître de conférence, professeur de psychologie à l'université en Côte d'Ivoire. Et donc, cette année, avec toutes les humiliations qu'il a subies au cours du mandat de son père, il a eu tous les soucis possibles. Malgré tout, il est resté, il a tenu ferme. Vous le voyez là à l'écran, c'est en 2011 où il était arrêté. Il a dit même d'ailleurs qu'il avait peur que les gens le tuent. On l'a vu par la suite en prison où l'un des anciens rebelles l'obligeait à faire des pompes en prison. Mais malgré tout, il a tenu bon, il a tenu ferme. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il revient sur la scène pour prendre le devant de la scène politique, pour certainement remplacer valablement son père. Il a été élu député. Et il a été élu député où? Il a été élu député dans la plus grande circonscription électorale, Yopougon, de la Côte d'Ivoire. Et c'est une circonscription électorale qui était devenue entre-temps un fief du parti au pouvoir. Mais Michel Gbagbo a réussi à se faire élire député cette année dans cette circonscription électorale et en repositionnant le FPI et le PDCI. Et puis une autre surprise également aurait pu avoir donc lieu, mais les résultats ont donné autre chose. Oui, une autre surprise qui aurait pu avoir lieu, c'est dans la commune d'Agboville, où nous avons le deuxième homme fort du parti au pouvoir, Adama Bitogo, mais qui était face à qui? Face à Fleur Esther Akembo. C'est cette jeune fille qui a une licence en marketing, qui a écrit un livre sur Laurent Gbagbo, dont le titre était « Gbagbo avait raison ». Et déjà, cette fille a commencé à connaître des déboires en Côte d'Ivoire. Un jour, elle devrait sortir de la Côte d'Ivoire à l'aéroport. On l'a retournée. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Fleur Esther Akembo et son nom s'apparente à un nom au nom du dernier Premier ministre de Laurent Gbagbo qui s'appelle Gilbert Akembo. N''GBO. Mais chez la fille, c'est Akembo MBO. Et donc, son nom s'apparente sans pouvoir connaître et faire attention à la prononciation. Les gens ont pensé qu'elle était proche de l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, ont refusé parce qu'on estime que tous ceux qui étaient proches de Laurent Gbagbo étaient coupables dans la crise électorale. Donc, elle a écrit son livre pour dire Laurent Gbagbo avait raison. Elle a connu des déboires. Et dans la zone dans la commune d'Agboville, elle était candidate face à Adama Bitogo. Et au thème des élections, la Sénat a proclamé Adama Bitogo vainqueur, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle dit qu'elle a gagné les élections. Elle a même publié un message pour dire que Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo l'ont appelé. Et on a pris contact avec les chancelleries pour réclamer sa victoire, parce que c'est elle qui a gagné. Et n'oubliez pas que, je précise que Adama Bitogo, c'est l'une des plus grosses fortunes de la Côte d'Ivoire. Et donc si une fille, une jeune dame comme ça arrive à le bousculer dans sa commune, dans sa circonscription électorale, ça laisse à craindre pour le futur du camp au pouvoir, parce qu'en réalité, si déjà avec les 120 et quelques sièges que l'opposition avec les indépendants aujourd'hui, on se demande s'ils arrivent à se souder, à aller en rang serré, est-ce que dans les prochaines années, Ouattara pourra réussir à s'imposer ou bien imposer quelqu'un de son camp, encore que dans son camp, vous voyez avec toute la situation, Gon Coulibaly qui est décédé, Ahmed Bakayoko qui est malade actuellement, et Patrick Hachi qui l'a remplacé, qui automatiquement allé sous perfusion actuellement, encore le Premier ministre, celui qui est nommé tout récemment, qui en même temps qu'il est nommé, s'est retrouvé sous perfusion. Donc on se demande quelle sera la suite de ce pouvoir en place. Alors, et suite, l'autre question également, la suite pour la classe politique ivoirienne, notamment l'opposition. Oui, aujourd'hui, les opposants, ils ont réussi à se faire élire. Ils sont maintenant à l'Assemblée. Ils ont eu 91 sièges.
Ils ont eu 91 sièges sur les 255. On attend de voir là où le siège n'a pas été pourvu. L'élection sera organisée dans un mois. S'ils arrivaient à avoir ce siège, ce serait 42 pour l'opposition. Si les indépendants s'ajoutaient à eux, ce qui était 26, ça va faire 127, 128 si on avait l'autre siège aussi. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Ce qu'il doit faire maintenant, c'est de travailler et à se souder, à aller en rang serré face à Ouattara. Si tant est qu'ils estiment que Ouattara ne doit plus continuer à diriger la Côte d'Ivoire, on le laisse finir son mandat, mais c'est à eux de s'organiser maintenant pour suffisamment avoir d'arguments pour le battre dans les urnes. Et quand on regarde la situation, quand on regarde un Michel Gbagbo qui revient sur la scène, il faut aussi dire que les opposants doivent préparer maintenant le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce retour qui est à polémique parce que Laurent Gbagbo doit venir, mais il y a des conditions qui sont posées du côté de la Côte d'Ivoire. Ouattara qui avait dit à Gbagbo avant la présidentielle de ne pas s'ingérer dans l'élection et qu'au terme de l'élection présidentielle, il allait tout arranger pour qu'il rentre en paix au Bénin, pardon, en Côte d'Ivoire. Mais dans le même temps, en Côte d'Ivoire, on dit que Laurent Gbagbo, s'il descend automatiquement, il sera accueilli à l'aéroport parce qu'il est sous la condamnation de la justice ivoirienne. Autant d'éléments. Donc, les députés de l'opposition élus aujourd'hui doivent jouer leur carte à l'Assemblée nationale pour mettre en place le dispositif qui assure un retour sans heurts à Laurent Gbagbo. Donc, l'échec encore de l'opposition à ces élections législatives en Côte d'Ivoire, l'opposition complètement affaiblie en Guinée lors de l'élection pour le troisième mandat de Alpha Condé. On a vu également l'opposition au Bénin complètement également, et bien sûr... c'est ce qu'on voit. Malheureusement, c'est le Est-ce que les opposants en Afrique, surtout occidentale, est-ce que l'opposition manque-t-elle de stratégie ou d'initiative ou les pouvoirs sont suffisamment forts les pouvoirs... on en parle. Je dirais... demain ou... Oui, mais je dirais, pour répondre rapidement, je dirais pratiquement que les pouvoirs ne sont pas pour autant forts. Ce qui tue les oppositions en Afrique, c'est la guerre des intérêts des égos. Tant que les opposants n'arriveront pas à dépasser leur ego pour dire, bon, je ne suis pas là, mais je peux soutenir l'autre, je crois que ça ne marchera pas pour eux. On prend le cas du Bénin, par exemple. Vous imaginez, on a une opposition qui va aux élections, mais les autres qui attaquent ceux qui sont candidats, alors qu'en réalité, on pourrait, ils pourraient se soutenir. Donc, les opposants ont intérêt à dépasser leur ego et à soutenir ceux qui ont la chance de participer à ces élections et dire, bon, même si ce n'est pas nous, comme l'autre est là, on le soutient. Est-ce que c'est simplement question d'ego? C'est une question d'ego. La plupart du temps, c'est une question d'ego. Si ce n'est pas moi, Le pouvoir également n'influence pas assez. Non, le pouvoir influence dans le sens que, où c'est parce que les gens, chacun suit son ego, son intérêt. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas moi et que c'est lui, et que je ne veux pas que ce soit lui, je suis capable d'aller m'entendre alors avec le pouvoir que je combattais pour combattre l'opposant. L'autre qui est opposant comme moi. Et c'est tout le problème qui arrive en Afrique. Dans tous les pays, quand vous regardez, vous allez comprendre que c'est le même schéma. Les autres, quand ce n'est pas eux, ce ne sera plus l'autre opposant, alors ils sont prêts à aller s'entendre avec le pouvoir en place. On a vu avec Zéphirine Diabré en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Puisque il n'a pas réussi à être le chef de file d'opposition au thème de l'élection présidentielle, il s'est retrouvé troisième. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était le premier à reconnaître la victoire de Roch Christian Kaboré. Et au finish, qu'est-ce qu'on lui fait de lui? On fait de lui ministre de la Réconciliation. En Côte d'Ivoire, les opposants ont refusé de participer. Kouadio Konabertin est parti, est allé aux élections. Au lieu de le soutenir, alors, puisque vous avez décidé de boycotter, vous le laissez, il s'en va, il valide l'élection de Ouattara. Ouattara le nomme ministre de la Réconciliation. Donc c'est tout le problème, ça. Et au Bénin? Au Bénin, on attend de voir notre ministre de la Réconciliation. Merci. Laurent Tony. Vous nous revenez demain pour parler du thème. Merci à vous. Donc, bonne journée à vous, Laurent Tony. Donc, toutes ces précisions, ces détails sur la politique ivoirienne.